Un plat inconnu de la parfaite cuisinière. Ignaz Hermann. Que diable farfouille-t-il constamment dans l'armoire, celui-là? Grogna monsieur le conseiller au copiste Konopasek, avec lequel il était resté seul au bureau cette veille de Noël. L'après-midi s'avançait. Monsieur le conseiller expédiait en hâte quelques dernières pièces pour n'être point surchargé après les fêtes. Le copiste avait déjà je ne sais combien de fois quitté ses paperasses pour fureter dans l'armoire. Tantôt le sable à sécher lui manquait, tantôt une règle plus longue. De temps à autre, il fourrageait parmi ses bâtons de cire à cacheter. Monsieur le conseiller n'avait encore rien dit, se contentant de renifler comme à son ordinaire, lorsque le prenait la mauvaise humeur. Mais ce va-et-vient continuel du copiste finit par l'impatienter, et monsieur le conseiller grogna. « Ce n'est rien, monsieur le conseiller, ce n'est rien !» repartit vivement Konopasek, dont la face terreuse se colora faiblement. « C'est la ficelle que je viens de finir. Je voudrais bien coudre encore cet inventaire. Je vais chercher un peloton neuf. »« Et quoi donc? Sapristi! N'en voilà-t-il pas un sur la table qui vous crève les yeux ?» bougonna le conseiller, et il indiquait, presque sous le nez de Konopasek, un peloton de ficelle jaune et noire à coudre les dossiers. « L'idée de vos carpes frites vous tourne déjà la tête. Elles ne vous échapperont pourtant pas. » Konopasek se rassit tout rouge et continua de coudre. Un instant après, il se levait de nouveau, gagnait la porte, prenait une clé au chambranle et sortait du bureau. Monsieur le conseiller se leva comme si quelque mouche l'eût piqué, et, à pas menus, s'approcha de l'armoire. Il l'ouvrit et regarda ce que Konopasek pouvait bien y chercher. Il ne s'y trouvait presque rien. Un peu de papier, un peu de ficelle, quelques bâtons de cire, 2 paires de ciseaux. Dans le coin d'une tablette, quelques petites boîtes rondes sur le couvercle desquelles étaient collés des pains à cacheter ronds, des dimensions d'un kreutzer. Une de ces boîtes était un peu à l'écart. Monsieur le conseiller la prit pour l'approcher des autres et la souleva machinalement. Elle était bien légère. Il constata qu'elle était vide. Monsieur le conseiller en souleva une autre, la secoua, également vide. Il en prit une 3e, une 4e, une 5e, toutes vides. Seules les 2 dernières étaient remplies de pain à cacheter uniformément blanc. Monsieur le conseiller souleva ses lunettes sur son front. « Qu'est-ce que ça signifie? Il n'y a pourtant que 15 jours qu'il en a acheté. Où diable a-t-il bien pu coller tout cela ?» Konopasek rentrait à ce moment dans le bureau. Apercevant monsieur le conseiller près de l'armoire, il devint blanc comme linge. « Dites donc, vous, où avez-vous mis tous les pains à cacheter ?»« Monsieur le conseiller, » implora le scribe, les mains jointes. « Ne me perdez pas, j'ai une femme et 6 enfants. » Monsieur le conseiller n'avait jusqu'à présent songé à rien. Maintenant seulement, il flaira quelque chose de louche, sans toutefois comprendre ce que cela pouvait bien être. Des pains à cacheter. Qu'avait-il pu en faire? Le scribe, tremblant, livide, anéanti, plongea ses doigts osseux dans les basques de sa souquenille râpée, verdâtre, et en sortit un mouchoir dont les coins noués formaient des poches. « Les voilà tous, » dit-il en claquant des dents. « Je vais les remettre dans les boîtes. » Il dénoua les coins et versa sur une feuille de papier tout un tas de pains. Monsieur le conseiller comprenait. Le scribe les avait pris. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? La colère obligée du magistrat céda à la curiosité, et le conseiller de s'écrier impatiemment. « Que vouliez-vous en faire, Konopasek ?»« Le souper, monsieur le conseiller, » bégaya Konopasek. « C'est la veille de Noël. Je n'ai même pas un rouge liard. J'ai promis à ma femme d'apporter des pains à cacheter. Elle voulait les faire frire dans la graisse. J'ai 6 enfants. Il me faut pourtant bien leur préparer un réveillon. Ils n'ont pas mangé depuis ce matin. Rien dans le buffet. » Monsieur le conseiller abaissa ses lunettes et jeta un coup d'œil sur les petites rondelles blanches au goût d'amidon, ni grasses ni salées. Il voulut regarder Konopasek, mais son regard se détourna brusquement de cette pauvre face tressaillante, aux lèvres bleues sur lesquelles frémissait la moustache grise. Ses yeux se fixèrent sur la cravate passée et tachée du copiste, et il demanda. « En avez-vous déjà mangé, Konopasek ?»« Oui, monsieur le conseiller, » balbutia le scribe. « Est-ce mangeable ?» interrogea le conseiller étonné. « Oui, monsieur le conseiller. Si seulement j'en avais de temps à autre. Mon Dieu !»« Remettez-moi cela dans les boîtes, » commanda le conseiller d'une voix tout à coup altérée, et il prit place à sa table.
Le copiste ratissa les pains à cacheter de ses doigts maigres, maculés d'encre, et en remplit les boîtes vides. Quand il eut fini, il s'assit pour continuer son travail. Ce fut en vain. Ses doigts tremblaient, ses yeux papillotaient, ses tempes battaient. Mis à la porte, honte, misère. Et les enfants qui ne mangeraient pas ce soir. Monsieur le conseiller regarda plusieurs fois Konopasek, essuya ses verres, puis ses yeux, après quoi il prisa nerveusement à petits coups. Lui non plus ne pouvait pas travailler. Il était sans doute fâché contre cette canaille de copiste qui volait des pains à cacheter pour les faire frire dans la graisse, pour le réveillon de ses enfants. Il se trémoussait sur sa chaise, enfin il se leva et alla vers la porte. Le scribe se reprit à trembler. Il allait entendre son arrêt de mort. Le conseiller s'approcha du coupable et dit sans le regarder. « Prenez votre pardessus et votre chapeau, et allez au marché, ordonna-t-il. Vous y achèterez une carpe bien grosse et vous la porterez dardard à la maison pour que votre femme ait le temps de la préparer. Entendez-vous? Ensuite, vous achèterez des noix et des pommes pour les enfants. Et pour votre femme, une bouteille de punch ou du thé, ou ce que vous voulez prendre après le réveillon. Tenez, allez !» À ces mots, il tira de sa poche son porte-monnaie, y prit un billet et le posa sur la table. Konopasek, stupéfait, reconnut un billet de 10 florins. « Jésus-Maria, monsieur le conseiller !» commença-t-il, incapable d'achever. Peut-être parce que monsieur le conseiller venait de faire un geste brusque, ou plutôt parce que les mâchoires du pauvre scribe s'entrechoquaient comme dans la fièvre. De surprise, d'étonnement, de joie, que sais-je. Un moment après, monsieur le conseiller restait seul au bureau, mais il n'était plus guère d'humeur à travailler. Il se leva, endossa sa belle pelisse, enfila ses gants fourrés à la dernière mode et, fermant le bureau, s'en alla. Allègre et gaillardet, il songeait à ses 6 enfants à lui, et se réjouissait de leur joie à la vue des cadeaux amassés depuis déjà 8 jours dans la chambre du fond. Mais de temps en temps, une tristesse l'abattait, lorsqu'il songeait à Konopasek et à ses pains à cacheter frits dans la graisse. Les îles des Cariatides, d'Ouro Vilovitch. Les îles souriaient, sereines, aux premiers rayons du soleil. La côte, encore dans l'ombre, semblait les fixer d'un air farouche et sombre. Encore assoupie, on eût dit qu'elle rejetait obstinément les brises matinales et les vagues écumantes. Dure et indifférente, quel contraste avec les îles joyeuses! Indifférente à tout le va-et-vient des choses, elle semblait affalée, dénudée, aux yeux de tant de barques et de tant de femmes qui s'en venaient de l'île à force de rames. Le courant des portes, pas moyen d'avancer. Plus fort, Marat. Impossible, même en m'y rompant l'échine. Pas moyen d'avancer aujourd'hui. Chantons donc. Commence, Marat. Marat, jeune femme de haute taille dont les magnifiques yeux noirs gardent une lumière douce et paisible et douce comme celle d'une veilleuse, se met à chanter d'une voix sourde. Oh, mer profonde, toute ma joie. Et dès la première syllabe, oh, elle a, imité de toutes les autres, lancé ses rames en fendant l'eau, s'est courbée sur elles pour les ramener ensuite en les sortant de l'eau. Et toutes les femmes après elle, au mot toute ma joie, ont répété le geste, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la chanson, dédiée à la mer qui porte toute la joie de la vie et qui emporte toute leur jeunesse en fleurs. En la chantant, elle demande aux marins s'ils ont rencontré quelque part leur amoureux, leurs amants. En la chantant, elle rythme les mouvements de leurs rames et les pensées qui escortent les efforts de leur corps, leur donnant plus de force et de persévérance. Que t'écrit Marco? Il viendra à Noël. Et le tien? Il n'écrit rien. Il est loin, loin. Il viendra nous surprendre, lui ou une lettre. Chaque matin, en partant, j'espère que quelque chose me surprendra au retour. Et ton Ivan, Marat? Il m'a fait dire qu'il reviendra quand j'aurai planté 3000 cèpes. Pas moyen d'avancer aujourd'hui. Plus fort, vous autres. Arrivons avec le jour. Plus fort. Oh, mer profonde, toute ma joie.
et la chanson rythmait à la fois le mouvement des rames et le va-et-vient des pensées. Et les 8 femmes se penchaient sur les rames et se redressaient avec elles. Toutes les 8, vêtues de rudes étoffes brunes, bordées d'étroites bandes rouges et ornées de quelques rubans, cette étoffe lourde, attristante, rongeait leur corps, engloutissant leurs silhouettes des épaules aux chevilles. Ces 8 silhouettes ascétiques, noyées dans ces hardes raidis, détruisaient peu à peu, mais sans cesse, tout ce qu'a de gracieux le corps féminin, et chaque nouveau coup de rame faisait trembler douloureusement 8 pauvres poitrines aux seins affaissés. L'étoffe foncée les froisse et les trempe sous la toile rude tout imprégnée de sueur. Tous les pores et tous les joints des membres en transpirent. Et la sueur dégouline sur les visages osseux et sur les cous déformés. Les muscles forcés se rompent ou s'affaissent. Les pieds oublient leur allure dansante normale et s'accoutument à la démarche disgracieuse des mains qui cherchent sans cesse leur équilibre, que ce soit sur le bateau ou sur la terre ferme. Le sel et le soleil rongent les visages. Ils deviennent rugueux, se ravinent, se tannent et se cuisent. Les yeux sont inondés par les vagues entre les îles. Elles sourient aux premiers rayons du soleil sur leurs bords et sur leurs sommets qui attendent, dénudés, froids et indifférents, que le jour et le soleil les grillent et aspirent leur pauvre humidité. La mer chasse des yeux des femmes le sourire, qui, en d'autres lieux, règne sur les matins sereins après les douces nuits d'épuisantes ivresses. Où est-il parti, mon bien-aimé chéri? Et la chanson lance son rythme aux âmes et aux rames. Le cœur se tait. Les rames commencent à s'abaisser et à se redresser en désordre, à s'embarrasser les unes dans les autres, et à s'entrecroiser comme les pensées égarées par le dernier vers. Elles ne savent où il est parti. Il est parti au loin, dans des pays lointains, au-delà d'océans ignorés. Que font-ils là-bas? Qui voient-ils? Et, tout en ramant, elles pensent toutes. Qui voient-ils dans ces pays lointains? Personne ne leur en parlera jamais. Personne ne leur décrira les visages et les silhouettes de ces femmes qui tournent là-bas autour d'eux. « Eh bien, vous autres, où avez-vous la tête ?» s'est exclamée l'une d'elles. « Chacun tire de son côté. Pas moyen d'être d'accord. Quand arriverons-nous pour l'amour de Dieu ?» Et les femmes se réveillent sous les vêtements raides et sombres, en fixant le rivage devant elles. Immobile, froid, noir et indifférent, il s'étend devant elles et semble les attendre. « Mara, femme d'Ivan, ton gosse pleure. »« Par Dieu, le mien aussi !» 2 femmes sortent leurs rames et, chancelant et s'agrippant au rebord de l'embarcation, s'approchent de la proue. Elles soulèvent de petits êtres enfouis dans des haillons et d'un geste mécanique, dégageant un sein, le placent sur une bouche ouverte et sanglotante. Les enfants se calment au contact chaud de la poitrine et les regards des mères se perdent dans le vague. Sous les pas de l'une des femmes, un peu d'eau a jailli. Toutes l'ont remarqué, mais aucune ne s'y arrête. La femme continue à ramer silencieuse comme si rien ne s'était passé. La barque glisse lentement et laborieusement vers la côte, dont l'aspect renfrogné ne change pas. Quand planterons-nous tant de cèpes, pauvres de nous? L'un après l'autre, a dit Mara, femme d'Ivan. J'ai fait comme ça moi aussi. Il ne m'en faut plus que 700. Juste assez pour vieillir, et je n'ai jamais été jeune. Je lui ai élevé 3 fils, je lui ai planté 4000 cèpes, et maintenant, quand il viendra, il me trouvera vieille. Il n'est pas jeune non plus. Certes non, le pauvre, il s'est rôti auprès des chaudières. Mais enfin, c'est un homme. La dernière fois, il est venu le jour des mères. Il arrive, me regarde comme s'il ne me reconnaissait pas, me regarde et se tait. Sa bouche s'est pincée, mais il n'a rien dit. Il n'a commencé à parler qu'à la maison, quand 3 gamins se sont suspendus à son cou. Il n'a rien dit de désagréable ni de méchant. Ceci à peu près. « Veux-tu manger, mon homme ?»« Je mangerai bien. »« As-tu sommeil, mon homme ?»« Je dormirai bien. » Mais j'ai bien vu que quelque chose le tracassait. Il cherchait quelque chose de beau à me dire. Il s'efforçait, mais il ne trouvait rien. Il me regarde et détourne la tête. Il me sourit, et je vois que quelque chose lui pèse. Il est resté 7 jours, et n'est devenu gai qu'au moment du départ. Aime-t-il quelque chose d'autre au monde? Tous me disent qu'il ne va nulle part, qu'il ne quitte jamais le bord, et il m'a envoyé beaucoup d'argent. J'ai acheté une vigne si grande qu'en une matinée, je la parcours à peine. J'y ai planté toute une forêt de cèpes.
au prix de mon labeur et avec son argent. C'est comme ça, et voilà. Et qu'est-ce que tu penses? Pourquoi est-ce comme cela? Ma jeunesse est passée, la sienne aussi, et nous n'en avons pas joui. Plus fort, vous autres femmes! Qu'on avance! Plus fort! Oh, mer profonde, toute ma joie! Oh, mer profonde, toute ma jeunesse! La barque fend plus vite les flots et marche allègrement. Les îles s'éloignent derrière elle, toujours plus éclairées et plus gaies. Le soleil perce toujours plus fort derrière les monts et les noie de ses rayons de plus en plus denses. Il éveille des chansons et des clartés. Il baigne des hameaux paisibles autour de leurs petits clochers et des maisons blanches sur leurs toits blancs. Ce sont les îles des femmes. Quelques centaines de ces barques, voilà toute leur population. Pas d'hommes. Tous chauffeurs sur les bateaux ou les grilles la fournaise. Ils écrivent parfois quelques lettres. Encore 500 ceps. Encore 1000. Allons jusqu'à 5000. Ils écrivent des lettres et pensent aux vignes nouvelles qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'ont pas vues. Ils vivent d'un désir. En être un bel été surpris et se réjouir pour de bon. Ils ne pensent qu'à elles, presque jamais au visage et au corps de celles qui passent leur vie à ramer. Elles pensent à eux, et leur jeunesse se passe dans ces pensées, pleine de désirs inassouvis, pleine d'ardeur, jamais épanouie, pleine de passion, jamais consumée. Ces grandes îles ne sont que d'étranges couvents de femmes, où l'on aime, où l'on aspire, où l'on ne se consume et ne se fane qu'en pensée, où toutes les tensions se relâchent avant d'avoir été jamais vraiment épuisées, où les seins ne se fatiguent pas de caresses et d'étreintes passionnées, mais du poids du linge tout imprégné ou raidi de sueur et des étoffes dures et sombres. L'éclat des yeux se perd, la mer l'a absorbé. Étrange couvent de femmes où toute la vie est transposée. Elles nouent des liens subtils et se lancent à la poursuite d'un but concret dans un lointain ignoré. On attend et rien n'arrive. Elles pensent à eux. De leurs êtres, la pensée extrait tout à la fois la jeunesse, l'ardeur et la nostalgie. Les corps se fanent, torturés, comme des torses noirs desséchés et enlaidis. Les corps des femmes se transforment en ruines, en débris, et leurs âmes les soutiennent, se fortifient et absorbent toute leur vie. Sur ces îles vivent des âmes nues de femmes que personne n'admire, devant qui aucun genou ne fléchit ni aucune prière ne balbutie. Devant elles, nulle bouche ne s'égare à la recherche d'une phrase qui ferait trop d'éloge d'une incertaine beauté. Elles pensent à eux. Cependant que la femme courbée sur la rame continue le récit de ce qu'a fait son homme à son retour. « As-tu faim, mon homme ? Je mangerai bien. As-tu sommeil, mon homme ? Je dormirai bien. » Mara, femme d'Ivan, a regardé la femme en train de ramer. Elle a vu son visage enlaidi par la sueur, la peau ravinée et ridée des morsures du soleil et du sel. Elle a vu la rude étoffe roidie qui avale le corps entier, ses masses et ses déliés. Elle a vu, et tout ce que l'autre a dit lui semble naturel. Qu'est-ce qu'il lui aurait bien dit d'autre, son bien-aimé? Lui caresser le visage? Se plonger dans ses yeux pour se baigner dans son regard sans sourire et sans douceur? L'écouter raconter sur un ton las comment on plante un millier de cèpes? Elle s'est ensuite regardée elle-même avec les yeux de l'âme, pour constater qu'elle n'avait pas changé depuis jadis, depuis autrefois, quand il parlait et parlait avec elle, s'enivrant et l'enivrant de doux murmures, et quand, là de bonne heure, il s'endormait de fatigue. Rien n'est changé. Je suis la même. Il reviendra. Il viendra à Noël ou au printemps. On ne vieillit pas en un an. Tout sera comme autrefois. Elle lance sa rame et pèse vigoureusement dessus. Sa confiance la réconforte. Sa conscience la soutient. Elle serait la plus malheureuse des femmes auprès d'un tel époux, et de se rappeler ces quelques semaines de vie commune depuis leur mariage jusqu'à son départ. Elle l'a bien vu alors. Son Ivan ne saurait changer. Et puis elle s'aperçoit que cette autre femme en train de ramer est déjà vieille, mère de 4 enfants, mariée depuis fort longtemps. Son mari a navigué, il est rarement revenu à la maison et il a envoyé fort peu d'argent. Au village, on ne le considérait pas comme l'un des meilleurs. Tandis que son Ivan, chacun le loue et parle de sa réussite. Il a envoyé tant d'argent qu'on ne peut que s'en étonner. Entre-temps, la barque avait accosté.
Les femmes la tirent par l'avant sur l'étroite plage et se mettent à débarquer des faucilles, des hardes, des osiers pour nouer les ceps, de petites écuelles. C'est sur le terrain de Mara, femme d'Ivan, qu'on devait travailler aujourd'hui. Elle avait déjà aidé les autres. C'était maintenant à leur tour de lui rendre les journées de travail qu'elle leur avait prêtées. Elles examinent le ciel et se mettent en route. Il ne fera pas trop chaud aujourd'hui. Pas d'orage. Nous travaillerons tout le jour et ce soir nous rentrerons à l'île avec le Mistral. Elles ont travaillé tout le jour. Tout le jour leurs corps se sont courbés et ont peiné, sué, transpiré de sueur. Tout le jour la sueur a usé les membres et la peau, collé les cheveux au crâne, les rongeant à la racine. Les haillons raidis de sueur ont battu sur les torses, écrasé et déformé les poitrines distendues. Sur le midi, un bateau est venu de l'île. Un bruit a couru à travers les vignobles. L'homme de Mara Ivanova est arrivé. Quelle surprise! En voilà une qui ne l'espérait pas. Elle sera contente. Toute la vigne en parlait. Mara, femme d'Ivan, l'a su la dernière. Ce n'est que vers le soir que la nouvelle l'a atteinte. Une femme en sueur, tout essoufflée, est venue, disant d'une voix entrecoupée. « Mara, ton Ivan est arrivé. Où est-il » Un vertige la prend. « À la maison, dans l'île. Il est venu avec le vapeur de Préco. Comme il est beau et comme il a bonne mine. A-t-il dit quelque chose? Quelque commission ?» La femme ne savait rien. Elle ne l'avait pas vu. Elle avait tout appris d'une autre qui l'avait vu. Mara a continué à travailler jusqu'au déclin du soleil sur les flots. Au retour, elle a demandé à ses compagnes de ramer plus vite. À chaque instant, pour leur donner la mesure, elle chantait « Oh, mer profonde !»« Où te dépêches-tu, Mara? Nous allons crever !» Et elle protestait d'un ton morne. « S'il t'attend, toi, personne ne nous attend, nous autres. Et il faudrait qu'on se rompe les os pour toi. À quoi bon? Allons, vous autres, vous savez bien ce que c'est. » Et de nouveau, elles reprennent plus vigoureusement. Mara se réjouit de ne pas trouver son mari à la maison. On la prévint qu'il était parti à l'église avec quelques vieux de l'endroit, voir le nouvel autel pour lequel il avait envoyé sa part. Elle se mit hâtivement à l'œuvre, laver, habiller de frais et nourrir son petit bonhomme tout dodu, plein de santé, bruni de soleil et de sel. Le petit repu et satisfait jacassait dans son berceau et jouait avec ses doigts. Mara s'est alors hâtée de s'apprêter à son tour. Elle a lavé tout ce que les femmes des îles croient devoir nettoyer, ses mains, son visage et ses jambes, jusqu'aux genoux, tout ce qu'atteint la terre et la poussière. Elle a mis sa robe des dimanches, celle qui sert pour aller à la messe ou aux vêpres. Elle a tressé et arrangé à son gré sa pauvre et courte chevelure tout embroussaillée. Satisfaite de tout, satisfaite surtout d'en avoir fini avant le retour d'Ivan. Elle savait que quelqu'un le préviendrait bien que sa barque était arrivée, et que Mara était rentrée de ses vignes sur l'autre rive. Inquiète et énervée, elle attendit le retour d'Ivan, pressée de le voir après si longtemps, de voir ses yeux souriants, d'entendre ses mots hésitants, ce sourire des yeux et ce murmure des lèvres qu'il semblait lui offrir lors de leur rencontre, quand il l'avait courtisée ou quand il venait de l'épouser. Mara attendait son retour. Elle attendait le retour de ce visage et de ce sourire que depuis longtemps elle n'avait ni vu ni senti. Elle attendait frémissante et inquiète d'un bonheur qu'elle ne pouvait ni concevoir ni exprimer. Le premier retour depuis leur séparation, et ils s'étaient séparés 3 semaines après leurs noces. Elle se rappelait son départ, et chaque détail vibrait encore en elle, comme un parfum. Elle en avait vécu jusqu'à ce jour. Elle l'y voyait toujours comme alors, jeune, beau, tendre avec le sourire de ses yeux et de sa bouche. Elle, svelte et potelée, souple et jolie, si belle qu'il en était transporté d'aise et ne réussissait à parler de rien d'autre que de sa beauté, de son corps, blanc comme celui d'une sirène, de ses yeux caressants et de sa bouche parfumée. Il parlait, peu économe de ses mots. En avait-il trop? À peine assez pour exprimer ses sentiments et son enthousiasme. « Il faut que je parte, mais quand je reviendrai, je ne repartirai pas. Je resterai auprès de toi. » Maintenant qu'il était revenu, certes, il ne repartirait plus. Un retour sans séparation nouvelle. Elle se parlait à elle-même et se noyait elle-même dans ce filtre immense et infini. Un retour sans séparation nouvelle. Pourvu qu'il revienne encore à la lumière du jour, on se voit bien mieux alors. Et il arriva à temps, alors que le jour commençait juste à s'obscurcir,
avant le crépuscule. « Marat !» s'exclama-t-il dès le seuil en s'arrêtant. Muet et immobile, il reste à la porte et regarde sa femme. Il essaie de bouger. Il se penche en avant, mais ses pieds ne lui obéissent pas. Il a tendu les bras, mais ils retombent d'eux-mêmes. Ils n'obéissent pas non plus. « Comment ça va, Marat ? Tu es lasse, je le sais. Tu es brisé de fatigue, je le vois, » réussit-il à dire après un long effort. Des pas courts, secs, presque rebelles à sa volonté, s'approchent d'elle. Il cherche sa main droite, il approche les lèvres de son front. « Pauvre martyr !» dit-il péniblement, d'une voix sourde et douloureuse. Dans ses yeux, pas de sourire. Il la regardait comme si jamais il ne lui avait souri. Il la regardait comme on regarde pour la première fois une femme inconnue qui n'inspire aucun élan et aucun transport. « Le travail te tue, malheureuse. Et où est le petit ?» Et le petit lui répondit d'une voix inarticulée. Et du même pas qui semblait plein de prudence et de doute, il alla se pencher sur le berceau. « Pavitch !» jacassait le petit. « Tu veux déjà me dire quelque chose, Pavitch ?»« Maman, maman, oh. Écoute, écoute-le !» Il le prend dans ses bras et l'approche de son visage tanné et basané. « Quel beau petit gars ! Il est plus beau que je ne l'imaginais. Il est superbe. Pavitch, mon petit Pavitch !» Et le marin bronzé laisse aller sur le marmot emmailloté toute sa tendresse condensée et lentement accumulée. C'est à lui que va le large sourire doux et soyeux de ses yeux, et c'est pour lui que ses lèvres murmurent des mots et des phrases ardentes, sans ordre, sans lien et sans but. Quand Marat s'approcha pour caresser l'enfant à son tour, et quand, à son tour, elle lui tendit ses bras noircis, secs et décharnés, que la peau lisse de l'enfant faisait encore ressortir en un contraste plus criant et plus pénible, Ivan recula. « Et lui aussi t'a fatigué. À lui aussi tu as donné beaucoup de ta jeunesse. » Et il attire vers ses lèvres la tête de Marat, et embrasse ses cheveux cassés et entremêlés. Elle a senti ses baisers comme autant de chaudes larmes qui seraient tombées sur elle. Jamais il ne l'avait embrassée ainsi. C'est ainsi qu'on embrasse des malades et parfois des morts. Il se mit à parler des pays et des océans lointains, à raconter les joies et les souffrances du marin, parlant de tout et ne soufflant mot d'elle. Quand il se tut, il observa son visage rongé par le soleil, la sueur et l'air salé. Il souffrait de sa démarche lente et irrégulière, de l'allure raide de sa robe aux plis maladroits et de ses gestes durs, congelés et pétrifiés. Mais cette robe, ou celle-ci, et il déballait quelques robes de la ville, voulant les lui voir mettre au plus vite. Elle ne lui allait pas bien, elle n'était pas à sa mesure, et elle aussi semblait sur elle se taire et se raidir. Et si tu t'apprêtais? Il l'aida à s'attifer de ces chiffons qui ne réussissaient pas à s'adapter à ce corps rompu, à ce torse las et abîmé. Il lui avait encore apporté de la lotion parfumée. Elle ne réussit pas à avoir sur ce corps le parfum qu'elle avait sur d'autres où il l'avait déjà senti. Il lui dit de se baigner, l'assurant que c'était nécessaire après un travail épuisant et qui met en sueur. Eux-mêmes ne devaient-ils pas tous se baigner une fois le travail fini? Cela rafraîchit et rajeunit. Cela rajeunit tant que je danserai alors, tant je me sens solide, jeune et léger après le bain. Elle n'en avait jamais tâté, mais, puisqu'Ivan le voulait, elle était prête même à se jeter dans la mer glacée. Elle s'éloigna et prit un bain, se lavant et se savonnant consciencieusement. Il lui demanda d'attendre un instant avant de se rhabiller. L'eau n'y avait rien changé. Son corps était tout abîmé, comme ruiné. Noir, osseux, tout décarcassé. Les muscles rompus, amaigris, s'affaissaient relâchés. Les seins pendaient, vraiment laids à voir. Tout semblait vouloir s'effondrer. Rien ne semblait plus capable de s'éveiller ou de s'insurger dans ce corps. Tout était brisé, éteint et humilié. Elle lut dans ses yeux la souffrance et l'ennui. Il était triste et indiciblement malheureux. « Habille-toi » la supplia-t-il. Elle comprit qu'il la priait de se couvrir, de se cacher. Il lui offrit des sucreries et de bonnes bouteilles. Il se contraignait pour elle, aimable et bon, et s'enquit longuement du vignoble. Elle lui dit qu'il était vaste et prospère. « Agrandis-le encore. Il faut qu'il soit plus grand encore, pour que notre Pavitch ait de vastes vignes et soit un riche propriétaire. Qu'il ne soit pas forcé comme son père de noyer dans la mer sa jeunesse, sa joie et sa femme même. »
pour que lui au moins reste à la maison et qu'il fasse durer sa jeunesse. Je repars tout de suite. Je partirai dimanche, dans 4 jours. Elle ne lui demanda même pas de rester. Elle avait trop bien compris et trop bien vu. Un départ sans retour. La fin des enfants. Dmitri Mamine-Sibiriac. Dans la forêt, les violettes, odorantes et tendres, fleurirent. Dans les vallées abritées du vent par les montagnes, les roses s'épanouirent. Le rossignol chanta. La grande fête attendue avec impatience par tous les habitants de l'archipel commença. Dès le soir encore, une fusée partit de la plus grande des îles. Les autres répondirent à ce signal, et toute une pluie lumineuse tomba dans la mer, s'éteignant au contact du bleu froid de l'eau. Dans le temple de la paix, la grande prêtresse Méone surveillait les derniers préparatifs pour la solennité de demain. Les couples heureux, couronnés de fleurs, qui viendront là dès l'aube, trouveront le temple décoré de draperies luxueuses et éclatantes, et tout resplendissant de lumière. La vieille Méone, elle avait près de 100 ans. Pensait tristement que c'était là probablement la dernière fête qu'elle présiderait avec Proto. Et elle n'était pas gaie cette fête. Non. Dans sa jeunesse, ses nuits étaient autrement animées. Les montagnes environnantes étaient pleines d'une vie nocturne et charmante. D'énormes bûchers allumés çà et là servaient de point de ralliement aux jeunes gens qui, en vertu d'une tradition sacrée, cueillaient des fleurs dans la nuit. On les voyait de loin grâce aux torches qu'ils avaient dans leurs mains et qui glissaient silencieusement dans les ténèbres, comme des milliers d'étoiles terrestres. Et c'était partout des chants, des rires, des exclamations gaies et heureuses. Cette nuit, les feux étaient très peu nombreux, et de chants et de rires, il n'y en avait pas du tout. La fête s'annonçait morne, et c'était ainsi depuis quelque temps déjà. La population des îles ne voulait point procréer, les jeunes gens avaient l'horreur de l'amour. Justement, Méone, qui se rendait du temple dans ses appartements, vit dans une des galeries une jeune fille, la plus belle de l'archipel, qui se tenait près d'une fenêtre et regardait les montagnes d'un air indifférent. « Comment, Léa? Tu n'es pas sortie ?» demanda la prêtresse étonnée. « Mais non. Toutes tes amies sont là-bas. Elles sont heureuses. » Léa ne répondit rien. « Tu as 18 ans, mon enfant. Comment se fait-il que tu n'aies point l'envie d'aller voir seulement comment les autres s'amusent ? » Mais, grand-mère, cela ne m'intéresse pas. Personne ne t'intéresse? Personne. Tu veux rester fille? Tu l'es bien resté, toi. Oh, moi, ce n'est pas la même chose. Jeune, je savais aimer, et j'ai aimé. Je ne sais pas ce que aimer veut dire, grand-mère. C'est pour moi un mot vide de sens, ou plutôt, si tu veux, un mot mystique et fatal, qui me fait, quand j'y songe, je ne sais quelle peine. Méone, en effet, avait su aimer. Ce n'est pas par sa faute qu'elle resta fille. 80 ans plus tôt, alors qu'elle n'en avait que 17, elle était venue cueillir ces fleurs de nuit qu'on appelait à l'archipel le bonheur. Mais lui, son élu, ne vint pas. Il l'avait oublié pour ses livres, pour ses astres. Puis quand il vint, ce fut trop tard, car le soleil se levait. Les violettes avaient fleuri,
Les roses s'étaient épanouies. Le rossignol avait chanté pour d'autres. La pauvre Méone se voua, par dépit, à la religion, c'est-à-dire à la chasteté. L'année suivante, Proto fit bien attention pour descendre à temps de son observatoire, et il vint les mains pleines de gerbes magnifiques de bonheur. Mais à son tour, il ne trouva pas Méone. Alors, il s'adonna entièrement à la méditation. Cette nuit-ci, dans sa tour, Proto observait les étoiles d'un œil distrait. Lui aussi, en regardant les feux isolés qui erraient dans les montagnes, hochait sa blanche tête centenaire, et pensait tristement que c'était là la fin de la vie, non seulement de sa propre vie à lui, mais de celle de toute la population des îles qui s'éteindrait bientôt comme ces dernières lumières dans les montagnes. De sa propre vie, Proto s'en souciait peu. Il avait vécu une existence si remplie qu'il lui semblait être beaucoup, beaucoup plus vieux que son âge. N'avait-il pas vu, 2000 ans auparavant, le croulement de la civilisation européenne? N'avait-il pas vu ses États transformés en camps militaires? N'avait-il pas suivi la marche de cette idée, devenue à un certain moment l'idée maîtresse de l'évolution sociale, qui poussait chacun à supprimer son frère et à s'emparer de ses biens? Comme, plutôt, au nom de la religion de l'amour, on brûlait les hommes, de même au nom de la civilisation, plus tard, on exterminait des peuples entiers qu'on disait sauvages. La science, la sainte science collaborait à cette destruction mutuelle et attisait le feu des combats. Puis, lorsque la navigation aérienne fut définitivement établie, loin d'abolir, comme l'avait prétendu la science, les frontières ethnographiques, les intérêts contradictoires de nations et toute rivalité de race, cette invention fameuse ne fit qu'allumer sur la terre un gigantesque incendie. Toute l'Europe était en feu. Depuis longtemps déjà l'esclavage nouveau, un esclavage raffiné, empoisonnait par une action subtile et perverse l'atmosphère sociale. Un jour, il aboutit finalement à une série d'effroyables catastrophes. Les races romaines, anglo-saxonnes et slaves tendirent toutes leurs forces vers une haine réciproque implacable, et la cruelle civilisation s'effondra d'elle-même sous le poids de sa propre cruauté. Les barbares jaunes ne firent que lui donner le coup de grâce. Et encore ce coup ne fut-il que l'aboutissement extrême de toute la politique européenne. Car, pendant plusieurs siècles, l'Europe initia les jaunes à l'art de l'extermination, tant et si bien qu'un jour ceux-ci essayèrent leur force sur l'Europe elle-même. Et ce coup d'essai fut un coup de maître. Un torrent se précipita sur le vieux monde, un torrent de barbares armés admirablement de la science moderne. La navigation aérienne, ils en profitèrent pour transformer l'Europe en un désert. Quand tout fut fini et qu'il n'y eut plus personne pour lutter, les milliardaires américains achetèrent aux conquérants le brasier sanglant qui avait été toute l'Europe, et qui devint bientôt un immense parc de chasse, rempli de gibier fauve ou généreux, et où les milliardaires d'Amérique venaient se reposer après leurs occupations de bêtes carnassières. C'est à cette époque de chute de la vieille Europe que l'archipel fut peuplé. Ceux qui, de tous les coins du continent avaient pu se sauver, se rassemblèrent sur ces îles. Les jaunes eurent vite découvert leur refuge et ils voulurent détruire jusqu'au dernier de leurs ennemis. Mais leur grand chef, un vieillard blanc et apparemment calme, leur dit « Laissez! Ils auront un autre châtiment pour les maux qu'ils nous ont faits. Ils verront la disparition graduelle de leur race. Ils s'éteindront conscients de leur mort irrévocable, impuissants de retremper leur force vitale, de renouveler leur sève. C'est ce supplice, le plus terrible entre tous, que je leur réserve. » Les paroles du vieux général jaune se réalisèrent. Les hommes de couleur ne voulurent jamais avoir rien de commun avec les blancs, et l'archipel devint comme une retraite de pestiférés. Et les blancs commencèrent à disparaître peu à peu, comme si le génie de la vie les eût quittés à jamais. La fête de cette nuit était une preuve éclatante de cette irrémédiable disparition. Les chefs de l'archipel, le gouvernement des îles était théocratique, se dépensaient en efforts pour raffermir la vitalité du peuple. Depuis environ 100 ans, une prime était allouée à la mère pour chaque enfant, et une rente viagère au père. Une femme avait eu 2 enfants. On lui érigea un monument devant le temple de la paix. Pour fortifier la race, on soumettait les jeunes gens qui ont atteint l'âge de mariage à un examen minutieux et sévère. Seuls les jeunes hommes et les jeunes filles qui n'avaient aucun défaut physique, lequel pourrait être dangereux ou nuisible pour leur procréation,
avaient le droit de se marier. On leur délivrait à cet effet des certificats spéciaux. Les mariages se faisaient au printemps, car on était convaincu que seules les unions contractées au printemps étaient heureuses. Plus tard, on transforma cette époque de mariage en une fête nationale pour laquelle se rassemblaient sur l'île de la Paix tous les habitants de l'archipel. Et malgré tout cela, la vie y diminuait toujours, insensiblement, ainsi qu'une eau qui s'évapore. Les Blancs, à cause des crimes de leurs ancêtres, semblaient porter dans leurs veines et dans leurs nerfs l'invincible malédiction d'autres races jadis massacrées. C'est à cela que réfléchissait le vieux Proto en regardant les quelques petites lumières qui erraient dans les montagnes. Et il se disait, avec une angoisse aiguë, qu'une goutte de sang jaune pourrait abolir cette malédiction. Une goutte de sang jaune. Oh, si nous pouvions en avoir une petite goutte seulement, pensa-t-il. Cependant, sur l'immense place devant le temple de la paix, la fête battait son plein. Mais la foule, malgré son nombre et ses habits neufs et multicolores, ne paraissait pas très égayée. Sur l'estrade d'honneur étaient assises les mères et leurs enfants. Hélas, elles étaient peu nombreuses, et leurs enfants semblaient être de petits vieillards, tellement ils étaient graves, lents, sérieux et tranquilles. Point de rire argentin auprès des mères, point d'animation dans les yeux enfantins. En vain la musique jouait, en vain défilaient les processions en chantant. Pas une figure d'enfant ne sourit. Sur une des estrades élevées se tenait un groupe de jeunes filles ayant à leur tête Léa. Elles regardaient comme tout le monde, du côté des montagnes d'où devaient paraître les couples heureux. « Les voilà !» s'écria l'une d'elles. « Regardez comme ils sont nombreux. Cela ne te donne pas l'envie de te marier, Léa ?»« Moi ? Mais pas du tout !» Toutes éclatèrent d'un rire gai. Elles doivent tout de même avoir joliment de courage, les malheureuses qui se sont décidées à se marier. Ce sont à coup sûr des désespérées, ou des folles que rien n'effraie, pas même les douleurs de la maternité, sans parler de la perte de la beauté. Rien que la pensée de ce qui les attend me donne le frisson, à moi. La procession des jeunes gens descendit la montagne et déboucha sur l'avenue menant au temple. Les musiques et les chœurs attaquèrent un air joyeux. Chacun des assistants tenait dans la main des fleurs qu'il se préparait à jeter aux nouveaux mariés. Tout à coup les musiques, les chants, les exclamations se turent dans un arrêt inattendu et brusque. Les bras levés pour jeter les fleurs tombèrent d'eux-mêmes, et les fleurs furent piétinées par la foule, gagnées d'une stupeur soudaine. Dans la procession marchaient de jeunes hommes seuls, le pas traînant, la tête basse. Quand ils eurent disparu dans le temple de la paix, les jeunes filles, en haut, applaudirent discrètement et poussèrent de petits bravos narquois. La foule, alors, les regarda, déjà furieuse, mais encore incertaine de ce qu'elle allait faire. « Les misérables !» crièrent les uns, et les autres « Il faut faire une loi obligeant tout le monde à se marier, et punissant de la peine capitale les réfractaires. Il serait bon de commencer par là, tout de suite !» À ce moment apparut Proto à la tête des jeunes hommes qui n'avaient pas trouvé de femme, et en leur montrant les jeunes filles. « Voilà les coupables !» s'écria-t-il. « Quel malheur qu'il n'y ait pas ici de jaune. Cela vous montrerait ce qu'il y a à faire quand une fille refuse l'amour. Eh bien, qu'attendez-vous » Et comme les jeunes hommes, descendants mous d'ancêtres féroces, restaient indécis, Proto, le bras toujours tendu vers les jeunes filles, son front de parchemin rouge de colère violente, s'écria encore. « Qu'attendez-vous ? Il faut que votre race vive en dépit de tout. Montez-moi, et tout de suite, c'est marche. Saisissez à bras-le-corps ces filles, emportez-les et faites triompher l'amour. Il faut que notre race vive. » Mais soudain l'énergie du vieux savant s'éteignit, et il se tut. C'est qu'il vit à la porte du temple Méone, attirée par les clameurs. Il se rappela qu'elle, non plus, ne s'était pas mariée, et que lui-même n'avait voulu d'autre maîtresse que la philosophie. Et il comprit que rien ne pouvait contrecarrer l'arrêt sans appel du destin. Il devint mortellement pâle et eut un geste de lassitude et de résignation. Ceux qui étaient près de lui furent déroutés par ce changement brusque de l'attitude de Proto. Mais, au pied de l'estrade où se tenaient les jeunes filles, la foule clamait toujours. Alors, d'en haut, ironiques et tranquilles, les jeunes filles lui jetèrent, au lieu de fleurs rouges de sève féconde, de larges feuilles de fougère. Et la fougère était l'emblème du célibat et de la stérilité, c'est-à-dire du néant. C'était en 2015,
et Noël approchait. Et comme en 1515, les enfants attendaient. Le problème était là, bien fiers devant nos portes. Nous étions blêmes et là, devant le grand cloporte. Il n'y avait plus de sucre, la terre n'en donnait plus. L'avait creusé sépulcre et ne répondait plus. Sœur Zacharie vendait ses prières. Oui, mais alors, plus rien ne sert de racler la pierre. C'était en 2015 et Noël approchait. Et comme en 1515, les enfants attendaient. Et les heures qui filaient aussi promptes que l'oiseau. Et les chiens qui crevaient à renifler de l'eau. Il n'y avait plus de sel, la terre n'en donnait plus. Pour faire du sucre on prit du sel. 2014 je ne sais plus. Tristesse sur notre hauteur faisait valser nos cœurs menteurs. Oh, une mort me farandole. C'était en 2015 et Noël arriva. Ce fut un 2015 pour les enfants sans joie, devant leur vert sapin au branchage plastique, comme des santons pantins en serviettes périodiques. Leurs visages grisaillèrent, leurs yeux devinrent néons. Ils auraient fait la guerre pour sucer un bonbon. Les enfants s'éteignirent, un à un en pleurant, rendirent dernier soupir, devinrent beaux comme avant, indifférents et délaissant le drame. Les parents assoiffés léchèrent les larmes de leurs enfants frustrés. Pourquoi me direz-vous? Parce qu'elles étaient sucrées.